Alina Kostolska présente José Navas. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, d'être fidèle au visage de la danse. L'objectif de cette entrevue et de cette conversation entre nous, c'est de faire le parcours à rebours pour voir comment vous êtes devenu le chorégraphe et le danseur qu'on connaît aujourd'hui au Québec et non pas ailleurs. Ouais. Je vous propose de commencer par la fin, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, Parfait. En lançant un extrait de votre toute dernière pièce, oui. Le Sacre du Printemps. Et donc, c'est un extrait qui date de mai 2013. Et vous aussi, vous avez fait votre sacre, vous avez sacré. En fait, le festival s'appelait comme ça, Chacun son sacre. Exactement. Oui. Et ça se passait à Bruges. Oui. Pendant qu'on va regarder l'extrait, on va en parler justement. Ça se passait à Bruges et bien sûr, c'était pour souligner les 100 ans du Sacre du Printemps. Ouais. Pourquoi cette pièce est-elle restée tellement mythique, à votre avis, 100 ans après? À mon avis, c'est la musique surtout. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la chorégraphie de Nijinsky, les scandales. Mais moi, je trouve que c'est la musique surtout. C'est la musique de Stravinsky. Il y a quelque chose de très organique. On dirait que la terre s'ouvre, on dirait que c'est un discours de la nature, et c'est la musique. C'est une musique que ce n'est pas tout le monde qui adore, soit on l'adore, soit on la déteste. L'Orchestre Philharmonique de Bruxelles était sur scène, et moi, j'avais une scène devant la scène, si vous voulez. Et moi, ça m'intéressait de danser, en fait, le rôle de la femme dans les Sacres du Printemps. J'adore cette solo à la fin, j'adore cette histoire d'une personne qui danse jusqu'à la mort. Alors, moi, je me demandais si c'était possible alors de transférer ça, de transposer ça dans mon corps et de parler aussi de ces sacrifices, si vous voulez, de danser ta vie sur scène, de danser jusqu'à un moment qu'on décède. Alors, je commence la pièce, en fait, je parle avec le public et je partage ça. Je dis, ça va être ma version des Sacres de Printemps et je veux essayer de danser jusqu'à la mort. Qui était le petit José de l'époque? Est-ce que déjà il était attiré par la danse? Qui étiez-vous enfant? Est-ce que quelque chose vous prédestinait à ça dans votre famille ou pas du tout? Oui, ma famille dansait beaucoup. On dansait beaucoup la salsa et on était 5 enfants. La salsa? Oui. Et la salsa, au Venezuela, c'est drôle. Pour nous, c'est la musique et la danse la plus proche, si vous voulez, à notre culture. Et on apprend à danser la salsa depuis qu'on a 5 ans. Alors, c'est sûr que la sensation de bouger, ça existait toujours. Mais quand je pense à mon enfance, il y a une chose, et surtout maintenant que je m'approche à la cinquantaine et quand on évalue la vie, je me rends compte d'une chose. Quand j'étais petit, et quand il y avait de parties chez nous, que c'était presque chaque fin de semaine qu'on dansait ensemble, pour moi, je me souviens très clairement que les événements, pour moi, c'était l'occasion de me montrer. Je savais qu'à un moment donné, dans les parties, tout le monde va faire la place pour me regarder. Parce que j'étais un peu un fric, j'étais comme ça, et je dansais très bien. Et c'était drôle de voir une petite de 7 ans, de 8 ans, danser la salsa comme un fou. Alors, mes sœurs étaient plus âgées que moi, alors j'avais la permission d'y aller dans des parties avec mes sœurs. Et ça, pour moi, je trouve que la danse, à partir de là, c'était ma carte d'affaires, si vous voulez. C'est grâce à la danse que j'étais capable de sortir avec mes sœurs. J'étais capable d'avoir cette expérience. Et je me souviens que je m'habillais même de façon spéciale parce que je savais ce soir je vais danser beaucoup et les gens m'avaient regardé. Et mon frère riait parce que je m'habillais comme si c'était un spectacle. Maintenant que je regarde tout ça, c'est pas par hasard que je deviens un danseur. Parce que si je pense à l'effet que quand vous me demandez c'était qui José jeune, j'étais très gêné, j'étais très
tranquille, j'avais peur j'avais peur de parler parce que j'étais petite à l'Amérique latine, je savais que j'étais homosexuel quand j'étais enfant. Alors, et j'étais bien entouré d'une façon. Mon père et ma mère, à ce moment-là, m'ont dit, écoute, le plus important, c'est qu'on le sache et qu'on t'aime. Alors, c'est correct. Alors, pour moi, dans ma tête, c'était fini, c'était fait, c'était correct. Sauf que j'étais consciente qu'au niveau social, je représentais quelque chose qui dérangeait les gens. Alors, les études, pour moi, c'était vraiment, vraiment comme d'être un bon étudiant, c'était ma défense. Les gens me respectaient parce que j'étais un bon étudiant, mais danser, c'était la même chose. Dans cette société, c'était important, c'était une façon d'être sociable. Est-ce qu'il fallait prouver que vous n'étiez pas qu'un homosexuel? Et ça aussi, et ça, je trouve aussi la performance à l'école, pour moi surtout, c'était ça. Moi, j'avais très peur de devenir quelqu'un qui... C'était ça, que mon concept, c'est l'homosexuel de la famille. Pour moi, mon rêve, c'était de devenir quelqu'un, de faire quelque chose. Est-ce que c'est en relation directe avec votre choix de la danse, ça, vraiment, si vous regardez les choses avec recul aujourd'hui? Et est-ce que c'est en relation avec votre détermination à partir, à quitter le Venezuela? Oui, je ne sais pas si la danse et ma sexualité sont nécessairement si liées. Je pense que si j'étais hétérosexuel même, je danserais aussi. Mais de quitter mon pays, oui, la danse, c'était pour moi aussi mon passeport à la liberté, si vous voulez. C'était mon passeport aussi à m'exprimer 100%, comme être humain, et pas nécessairement comme citoyenne vénézuélienne, etc. etc. Une chose que j'aimais beaucoup, surtout quand je commençais le monde de la danse, c'est que j'ai commencé dans une école qui donnait des classes de Merce Cunningham, de Cunningham Technique. Et de connaître Merce Cunningham, de connaître son travail, c'est grâce à ça aussi que je commence à voir le monde d'une autre façon, que je commence à comprendre l'art abstrait, que le monde, pour moi, ça devient un petit peu plus large. Et, absolument. Ouais. Mais vous choisissez quand même tôt de vous engager dans la danse. À 22 ans, vous quittez le Venezuela. Ouais. Et vous allez directement à New York. Oui. Et vous allez directement chez Merce Cunningham, oui. Mais aussi Lucinda Childs. Mais là, on est en 1987, donc on est vraiment au cœur du déploiement de la danse contemporaine sur le plan international déjà. Oui. Mais à New York, il y a Stephen Petronio, il y a Michael Clark, Lucinda Childs et donc, je disais, Cunningham. Comment avez-vous atterri chez Merce Cunningham, qui n'était quand même pas le moindre des exigeants? Oui, c'était extrêmement exigeant. Moi, vraiment, je me lançais quand j'ai décidé de quitter Venezuela. Et ce n'était pas juste moi. Le directeur de l'école de danse dans laquelle j'étais au Venezuela, mon premier maestro. Taller de danza. Taller de danza de Caracas. Et ce directeur, José Ledesma, c'est quelqu'un qui a formé une grande partie des danseurs au Venezuela, des gens qui dansent maintenant. Un des danseurs de Pina Bausch, en fait, vient de cette école. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, si tu as des talents, et tu as beaucoup de talents, et si tu rêves, il faut que tu rêves en couleur. Parce que sinon tu vas rester ici. Et ici, il y a une limite. Alors, j'ai pris ça vraiment sérieusement, parce que c'était quelqu'un aussi que c'était comme un deuxième mentor. C'est quelqu'un qui je croyais beaucoup. Alors, il m'a lancé comme ça. Il m'a dit vraiment, laisse tout et tu te lances à l'école de Merce, passe l'audition et on verra. Et en fait, c'était la meilleure suggestion que j'ai eue. Parce que même aujourd'hui, dans tous les pas que je fais dans ma carrière, je pense à ce moment, il n'y a rien à perdre. Il faut se lancer. Si ça ne fonctionne pas, au moins tu as une expérience maintenant.
Et à partir de là, ben, on est plus sage. Et dans ce cas, j'avais une certitude, ma place est à New York, il faut que je sois là. Alors, je trouvais l'argent, je vendu tout. Mon père m'a aidé à acheter mon billet d'avion. Et je suis arrivé à l'école de Merce et je fais l'audition qu'il faut passer au début pour nous placer dans différents niveaux. Et j'étais placé dans l'intermediate et j'étais super content. Mais c'était surtout d'être capable d'être là, de voir des danseurs de partout au monde, de voir la qualité des danseurs, de voir Merce Cunningham. Moi, je sentais que si je deviens danseur et si je deviens chorégraphe, j'aimerais vraiment, vraiment étudier ce métier en détail. Et la technique de Merce est scientifique et très mathématique. Et il y a beaucoup de gens qui détestent parce que c'est froid et ça demande beaucoup. Mais si on aime la danse, c'est cette sorte de technique, j'adore, c'est comme une classe de ballet un peu. Les plus qu'on prend d'une classe de ballet, les plus qu'on commence à comprendre les détails des choses. Ça repose sur une compréhension du corps qui, jusque-là, était tout à fait inédite. Et en même temps, elle est à la fois extrêmement millimétrée, mais elle a pour objectif de libérer le mouvement à travers des choses très rigoureuses, mais l'objectif est de libérer le mouvement. Les raisons pour lesquelles il ne supportait plus de danser pour Martha Graham. Mais c'est ça. Et ça, c'est une chose que j'adorais quand j'arrivais au studio de Merce, parce qu'au Venezuela, on étudiait la technique Cunningham de façon très rigoureuse. C'était vraiment exact. Le port de bras, il faut qu'il soit parfait, etc. Au studio de Merce, ce n'est pas nécessairement d'être exact, mais d'être plus large. Chaque classe était différente, chaque classe changeait. Alors, chaque fois, ton cerveau cherchait de nouvelles connexions. Mais dans le studio, la première chose qu'on reconnaît, c'est que les danseurs, là, ils sont en fait pour aller un petit peu plus loin chaque jour. Pas nécessairement de maîtriser la beauté du corps. Non, c'est l'expérience de bouger dans l'espace, mais aussi d'isoler différentes parts du corps. Alors, c'est sûr, pour moi, quand j'arrive là, je ne parlais pas anglais non plus. Alors, toutes les classes ils sont en anglais, mais aussi, il y a ce niveau de compréhension des techniques qui c'était autre pour moi. Et tout ça fait que ma danse change, mais aussi, il y a un grand respect qui s'installe de mon côté pour la chorégraphie. Quand je vois le travail de Merce, parce qu'il travaille avec Lazare, et chaque pièce, chaque fois qu'on le voit, est différent, parce que les danseurs a son menu de mouvements 5 minutes avant le spectacle, les jours même, les choses ils sont changées. Et il y avait quelque chose de ça que pour moi c'était très contemporain, c'était nouveau, c'était flyé et en même temps rigoureux, très rigoureux. Et c'était des danseurs top dans les années 80 à l'école, à la compagnie de Merce. Alors, je suis content que mon début c'était en fait de façon si formelle. Parce que, au fur et à mesure, je commence à rencontrer alors des gens comme Randy Warshaw, qui dansait pour Trisha Brown, ou Stephen Petronius. Et c'était une compréhension de la technique différente. C'était des releases techniques, le début des releases techniques à New York. Mais parce que j'avais la base de Cunningham, j'imagine que c'est comme un pianiste ou un musicien en général. Quand on est capable de maîtriser la formalité de quelque chose, après ça, on peut jouer. Avez-vous une formation classique? J'ai pris toujours à l'école de danse au Venezuela de ballet. Et à New York, j'ai pris toujours des classes de ballet. Ça, c'est une chose aussi que c'est grâce à José Ledesma, au taller de danse. Il disait toujours que pour un danseur contemporain, c'est essentiel de maîtriser la technique classique. Oui, absolument. Ça, c'était... Et ça, c'était quand même une bataille entre les danseurs contemporains, et parce que à cette époque-là, on voyait la danse classique comme un autre monde. Alors, j'étais obligée à l'école de prendre des classes de ballet tous les matins,
Et c'est quelque chose qui est resté avec moi à New York. Je prenais mes classes de ballet tous les matins à 10 heures, de lundi à samedi, parce que c'était partie de l'habitude de m'entraîner. Justement, José Navas, cette question-là, je vous la posais parce que oui, bien sûr, les années 80, c'est qu'à peu près le maximum du rejet entre le classique et le contemporain. Et puis, ça s'est achevé pour fusionner. Vous, aujourd'hui, parce que on va voir que vous avez évolué jusqu'à reprendre des ballets contemporains, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux l'exigence de Merce Cunningham? Croyez-vous que seul un danseur qui a été formé au classique peut tout danser? Non. Je comprends Merce beaucoup mieux aujourd'hui, après 30 ans d'expérience dans le monde de la danse. Je comprends l'être humain, surtout. Merce Cunningham, c'était quelqu'un qui était toujours au studio, et on le voyait se promener au studio, etc. Et quand on est jeune, on regarde un chorégraphe comme... On s'imagine qu'un chorégraphe est quelqu'un qui a envie tranquille, il vient, il fait des choses, il part et tout facile. 30 ans après, il y a tout un monde autour de le métier d'être chorégraphe qui c'est plus malheureusement complexe parce qu'il y a tous les côtés business, il y a tous les côtés de promotion, il y a tous les côtés aussi de marché, etc. etc. C'est une chose que Merce n'a jamais répondu à la mode. Et ça, maintenant, quand je pense à lui, c'est quelque chose qui m'inspire. Parce que ça, ce n'est pas évident. Quand on est artiste, quand on est surtout au milieu de la danse, ce n'est pas évident à garder notre ligne de travail. C'est une chose que Merce avait fait très bien, comme Trisha Brown, etc. Ça lui a valu de tourner pendant presque 30 ans tout seul dans son... Voilà. Avec 5 personnes dans la salle. Mais et avec une voiture, et les tournées au début, c'était vraiment très domestique. Mais avec l'insistance de dire, il y a quelque chose là qui est important, il continuait à faire. Et à un moment donné, les gens commençaient à regarder. Justement, vous avez dit, bien sûr, c'est votre influence majeure, même, mais il y en a d'autres quand même à cette époque-là. Oh, bien sûr que oui. D'autres. Bien sûr que oui. Il y a sûrement Pina Bausch. À l'école de danse, on avait une cassette bêta, qui était les sacs de printemps de Pina Bausch. Et cette cassette bêta, on le regardait 100 fois par semaine. Et ça, pour nous, en fait, aussi, c'était de goûter un peu qu'est-ce que ça se passait à l'extérieur de Venezuela. Alors, c'est sûr qu'il y a Pina Bausch, et après, à New York, je commençais à la librairie de Lincoln Center, à la bibliothèque. À l'époque, il y avait une section qui c'était juste pour des vidéos, des films de danse. C'est les années 80, c'est avant les ordinateurs et tout. Et chaque mercredi, quand j'étais à New York, je passais un après-midi là pour regarder des vidéos de danse. Et c'est là que j'ai vu beaucoup de travail de Pina Bausch, 1980, Carnations, Bluebeard. Mais aussi, c'est là que je commence à voir le travail de Trisha Brown. Et le travail de Trisha Brown, c'était aussi un travail qui me change beaucoup. C'est l'approximation à cette façon de bouger, de façon plus logique, et la compréhension du corps avec moins d'énergie, plus efficace, etc. Mais au Venezuela, il y a eu aussi la présence de Maurice Béjart. Maurice Béjart visitait Venezuela à un moment donné quand j'étais à l'école de danse, et la compagnie présentait les sacs de printemps. Et c'est la première fois que j'ai vu la version de Maurice Béjart. Et alors, c'est sûr que les influences, ils sont plusieurs. Mais je dirais que Merce, c'est plus que la technique, c'est la personne aussi. C'est l'élégance de ce monsieur. J'aimerais qu'on regarde maintenant le deuxième extrait qu'on a prévu, qui est un extrait qui va nous permettre de parler de Montréal, parce que c'est un double extrait de One Night
3 par 3, parce que c'est en fait, il y a 3 parties dans cette pièce-là, qui date de 98, suivie de Adela mi amor, qui date de 2003. Là, vous êtes bien sûr installé à Montréal, on va revenir sur cette période, mais c'est aussi une manière de voir une évolution qui va se faire. Là, c'est les années 85, 90, début 2000. Alors, pourquoi avez-vous choisi de nous montrer ces 2 pièces-là parmi toutes celles que vous avez faites en 90? Cette pièce, Adela mi amor, la première version que j'avais de cette pièce, il avait un côté théâtral. Oui. On peut marier avec des sections plus architecturelles, plus mouvement, etc. Mais à un moment donné, il faut partir en tournée en Suède. On présente la pièce en Suède. Et avant de partir, je pense qu'il y a 2 danseurs qu'il faut remplacer, ou une danseuse qu'il faut remplacer. On remplace la personne. Bon, et finalement, il faut qu'on change la pièce avant qu'on la présente en Suède. Et il y a une section que j'étais obligé de changer. Et c'était 4 danseuses. Et j'ai décidé juste d'avoir une danseuse à cause du remplacement des danseurs. Et quand je regardais la section pendant la répétition générale, c'est là que je me dis, pourquoi je suis en train de faire toute cette histoire dans cette pièce dans laquelle les gens parlent, les gens disent, on fait ci, on fait ça, si effectivement, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est ça. C'est juste un mouvement. Et je me souviens ce jour, je me dis, c'est la fin de ma compagnie, parce qu'après là, possiblement, le public ne me suit pas. Possiblement, après ça, le public va dire, bon, c'est juste de la danse, qui danse, et ça ne nous intéresse pas. Mais je sentais que finalement, j'avais trouvé, mais c'est ça qu'il faut faire, sans plus. Et il avait cette envie de simplifier, il avait une envie immense de simplifier, mais aussi c'était lié à plusieurs choses. C'était une époque difficile pour la compagnie, c'était une époque de changement, et c'était aussi un moment dans ma carrière dans lequel je me demandais, c'était quoi la pertinence de faire un spectacle de danse. À cette époque, il y avait beaucoup de no dance. Et on se demandait tout, moi je me demandais, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait des spectacles de danse dans lesquels il y a 5 personnes dans la salle? On a l'impression qu'aucune personne ne comprend rien, ni les chorégraphes, ni les danseurs, ni le public. Et ça continuait. Il y avait des festivals en France, je voyais des pièces après des pièces après des pièces, dans lesquelles c'était une confusion totale. Il n'y avait pas de danse du tout. Et c'est là que je me dis, moi, ça ne m'intéresse pas de suivre la mode. Je veux faire le contraire. Je veux faire le contraire au point que ça va être fastidieux, que les gens vont dire, mais vraiment, c'est juste ça, c'est des gens qui bougent. Et c'est à ce moment-là, en Suède, que Portable Dances commence à prendre forme dans ma tête. Et j'avais envie de protester un peu par rapport à ce qu'il avait autour de moi. Et même aujourd'hui, je crois à la danse, je crois à la force de la danse, juste toute seule. De voir quelqu'un qui bouge avec l'esprit, ça c'est assez. Je n'ai pas besoin d'avoir un décor. Donc revenir à des origines qui étaient aussi celles de Cunningham aussi. Oui. Mais là, vous parlez de la fin, c'est-à-dire de la fin de la période 90. J'aimerais absolument qu'on revienne à ce qui a amené à ce que vous dites. Parce que cette réflexion ou cette remise en question quasi métaphysique, en plus d'être personnelle et professionnelle, suit quand même une exceptionnelle décennie, parce qu'en 91, vous vous installez à Montréal, avec William Douglas, qui, en 95, déjà vous fait un solo qui vous vaut un premier Bessie Award à New York. Et puis s'enchaîne avec la création de votre compagnie FLAC en 96. Vous avez 31 ans. Oui. Le studio, lui, va être créé un peu plus tard, quelques années plus tard, mais pas tellement. Et en fait, c'est un feu roulant de spectacles
très très connus aujourd'hui, qui font partie des archives aussi, et qui ont fait que José Navas est devenu une signature de la danse québécoise. C'était improbable quand même. Oui, parce que pour quelqu'un qui venait du Venezuela et puis avait choisi New York, finalement, votre explosion s'est faite à Montréal. Pourquoi à Montréal? Pourquoi à Montréal au début des années 90? Oui, et plusieurs personnes me demandaient cette question quand je déménageais de New York. Parce que moi, je travaillais à New York, je dansais à New York. Alors, le problème, ce n'est pas que je cherchais des boulots, il n'y avait pas de boulot à New York. Et non, j'étais très occupé et mes journées, ça passait toujours de trois répétitions. J'étais en tournée avec Lucinda, avec Stephen, mais surtout le travail avec Michael Clark. On travaillait à Londres et on était à tourner au Japon. Alors, c'était une vie excitante pour un jeune danseur. Tout le monde me disait, ça se passe bien à New York. Mais William, une des raisons, c'est que bon, la santé de William, ça est un peu faible à ce moment et il faut prendre des décisions quand il va décéder d'ailleurs en 1996. 96, ici à Montréal. Et il décède de sida. Et dans cette époque, le sida, c'était un grand mystère. Et il avait malheureusement, c'est une hécatombe. Il avait une grande souffrance liée à toute ça. Souffrance physique, mais aussi une grande souffrance émotionnelle, parce que c'est des choses qui ont caché, etc. Alors, on avait décidé de déménager à Montréal pour être plus proche de sa famille. William a donné des classes à UQAM, le département de danse de UQAM. Et je pensais, en fait, que je restais ici juste pour cette période, pour l'accompagner, et qu'après, bon, je retourne à New York ou en Europe. Et la grande surprise, c'était que quand j'arrivais ici, on comprend quand tu arrives chez toi. J'aimais bien le défi d'apprendre le français, j'aimais bien le défi de vivre dans un endroit si froid comme Montréal. J'aimais bien aussi le défi d'être à l'extérieur de New York, parce que à cette époque, on pensait que tout ça se passait à New York. Mais quand j'arrive ici, il avait une effervescence magnifique. Il avait Marie Chouinard, Édouard Locke, Ginette Laurent. Pas seulement, parce que les années 90, c'est ça, vraiment une explosion de beaucoup de choses. Plusieurs générations. Et c'est grâce à Montréal, en fait, quand j'arrive ici, et c'est grâce à Dina Davida, des Tangentes, que j'avais juste des matériels pour un solo. Et Dina m'a dit, écoute, si ça ne te dérange pas, j'aimerais le regarder dans les studios. Et si tu veux, je passe à regarder une répétition. Alors, je dis oui. Elle a vu les solos et elle m'a donné la moitié d'un spectacle. Alors, je dis oui, sûrement. Et après, j'étais totalement... j'avais peur parce que j'avais juste un solo. Et j'avais une moitié d'une soirée à faire. Et c'est grâce à elle que je me lançais et je chorégraphiais Celestiales. Et Celestiales, c'est un solo en fait qui je tournais partout. Même je l'ai dansé à Vienne au même programme avec Jean Fabre et William Forsythe. Et c'est un solo qui m'a coûté $200. La production de Celestiales, c'était $200 parce que je n'avais pas de bourse ou rien. Et c'est une chose que j'aime beaucoup de mon expérience à Montréal, c'est que je commençais ma carrière sans aucune bourse. Je commençais juste parce que je commençais à avoir des invitations et des gens me payaient une fille qui payait pour les billets d'avion. Alors, je ne faisais pas l'argent du tout, mais qu'est-ce qui m'intéressait, c'est de devenir un soliste. Alors, je disais oui à toutes les invitations et soudainement, mon travail était partout en Europe. Et ça, c'était des moments dans la vie dans lesquels on dit, oui, je sacrifiais ma culture, je sacrifiais ma famille, je sacrifiais mon confort, mais il y a quelque chose qui sort de tout ça. Et la première fois que j'ai pris un avion pour danser mon travail en Europe, j'étais si fière parce que
on sent qu'en fait, c'est des moments comme ça qu'on se rend compte que la vie est malléable. On peut en fait, on peut construire des choses devant nous. Est-ce que vous allez trouver justement à Montréal une rampe de lancement? Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver quelque part pour s'enfoncer là, mais Oui. au contraire, pour trouver une rampe de lancement. Vous aviez pensé que c'était New York, finalement, ça a été Montréal. Finalement, c'était Montréal, exactement. Est-ce que c'est un hasard? Comment vous l'interprétez aujourd'hui? Et c'est le destin, je pense, parce que l'hasard avec Montréal, ça, pour moi, c'est plus destin. Parce que même, et je dis ça parce que au Venezuela, comme enfant, ma soeur et moi, on regardait une émission de Radio-Canada les dimanches matins. Pourquoi? Il avait une émission de Radio-Canada au Venezuela, dans le canal de télévision public, je ne sais pas. Mais il y avait cette envie, je pense, de ce pays au nord. C'est le comble de l'exotisme, c'est sûr. C'est sûrement. Mais aussi, je pense que c'est surtout qu'est-ce que Québec signifie dans l'Amérique du Nord. C'est les Français, c'est le fait d'être québécois. Tout ça, je pense que ça a bougé quelque chose. Mais c'est aussi le travail autour, qui est autour de moi. Quand j'arrive ici, c'était vraiment une école de voir le travail des gens autour, de voir le travail d'Edouard Locke, de voir Louis Le Cavalier sur scène, de travailler avec Marie Chouinard. Tout ça, c'était comme un autre niveau de New York. Justement, c'est ça la question que je vais vous poser maintenant. Qu'est-ce qu'elle a de singulier, la danse québécoise, pour vous? Pour moi, il y a une chose importante, c'est l'attention à la production. Ici à Montréal, c'est une chose qu'à New York, on n'avait pas, et je pense qu'il n'existe pas aujourd'hui non plus. C'est l'attention à la production. Ici, à Montréal, il y avait une grande attention à l'éclairage, aux costumes, même au maquillage, des choses comme ça que dans le monde contemporain à New York, on ne pensait pas à ça. On achetait un pantalon au Canal Street, et ça, c'était les costumes. Ici, à Montréal, il y avait quelqu'un qui s'occupait de faire le dessin des costumes. Tout ça, pour moi, c'était un grand respect à qu'est-ce que ça se passe sur scène. Un grand respect aussi à les spectacles, à le monde des spectacles, à être consciente qu'une fois qu'il y a des gens qui payent pour un billet, pour voir quelque chose, on a une responsabilité. Et ça, c'est une chose que dans la danse américaine, dans les années 80, il n'avait pas ça. Il avait comme une rupture de ça. Les plus relax, la structure était les mieux, les plus contemporains qu'on se sentait. Ici, quand j'arrive ici et que je commence à travailler avec Marie Chouinard, et on fait les trous de ciel et on commence les processus de sacre, et que je vois la Human Steps, j'adore qu'il y a un intérêt pour montrer des éclairages propres, bien faits, forts. Il y a un pouvoir dans les mouvements, il y a un pouvoir dans la musique, il y a la musique live. Alors, il y a un autre niveau de production. Alors ça, vraiment, ça m'intéressait de Montréal. Mais surtout, il y a un autre niveau de compréhension de rayonnement. Pour un chorégraphe montréalais, et depuis que j'habite ici, je pense que c'est le cas, les gens répètent une pièce ou créent une pièce toujours à visualiser que cette pièce va être présentée ailleurs. Oui. Ou on espère qu'elle va être présentée ailleurs. Des communautés de danse dans des autres pays, ce n'est pas nécessairement la façon comment on voit des choses. Mais ici, il y a une compréhension que oui, on peut être international. Et ça m'appelle, c'est ma façon de vivre aussi ce métier. Et quand j'arrive ici à Montréal, je me sentais chez moi à cause de ça. Je sentais, oh, ces gens prennent un spectacle de danse sérieusement. Et évidemment, bon, on voyait le succès d'Edouard Locke partout au monde et on commençait à voir le succès de Marie Chouinard.
Et là, c'était évident qu'il y avait une liaison entre ce succès et ce niveau de production qu'il avait ici. Mais aussi la différence des styles, c'est une chose que j'adore ici à Montréal, c'est qu'on essaye tous d'être fidèles à ce qu'on aimerait dire, mais on n'essaye jamais de copier notre voisin. Et ça me va très bien, qu'il n'y a pas un style, qu'on dirait ça c'est un style de Montréal. Ici, on passe de Dave Saint-Pierre à moi, à Édouard, à Marie, et c'est des choses très, très différentes. En même temps, je pense qu'on reconnaît C'est une très grande signature identitaire de la création québécoise qui est d'être au carrefour de beaucoup d'influences, d'être très perméable et en même temps très résistante. Oui. Ça donne une spécificité. Je voudrais qu'on voit un troisième extrait qui est celui de Portable Dancers 2005, qui va effectivement permettre d'opérer le changement vers ce que vous avez souhaité. Oui. Et pendant qu'on regarde cet extrait donc, de Portable Dancers 2005, c'est vraiment ce changement que vous avez souhaité après cette crise que vous avez décrite, parce que beaucoup de pièces ont précédé et qui ont été des grands succès, non seulement Adela Mi Amor, mais avant on avait Perfume of Gardenia, Solo with Cello, et beaucoup de ces pièces qui ont été montrées à l'extérieur, qui vous ont valu des prix, d'être nommés aussi meilleur danseur étranger en Allemagne, d'être nommé parmi les gens qui font bouger le Québec en France, etc. Et là, en plein succès, vous vivez une crise qui vous fait revenir, notamment avec Portable Dancers, à cette épure du mouvement. Pourquoi? C'est étrange, le succès est vraiment étrange, parce que les succès, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle succès, mais on comprend c'est quoi le succès pour une compagnie de danse. On est en tournée, il est travaillé, regardé et tout. Mais à cette époque-là, il avait beaucoup de contraintes. Les plus qu'on voyage, les plus coûteux que ça devient, les plus qu'on est en tournée, les plus déficits qu'on crée. Alors, et c'était une période normale. Je pense que j'étais parti d'un processus naturel d'une compagnie de danse. Et dans ce moment-là, j'avais envie vraiment de créer une pièce sans rien, sans costume, sans décor, sans rien. J'étais fatigué de ce processus dans lequel il faut trouver une coproduction, il faut trouver un festival en Europe qui présente la première, et après, on y va au studio et on crée. Je me dis, j'ai besoin de rien, il n'y a pas de budget pour les costumes, il n'y a rien, j'ai besoin juste de quelques danseurs. Et je me lançais, je parlais avec Alex McSween, le compositeur, et on a pris ce même esprit de travailler avec le plus proche du corps. Alors on a travaillé avec la voix de chaque danseur. Et c'était un bon exercice parce que j'avais envie de retourner à l'essentiel, à retourner à trouver encore une fois l'amour pour la danse, à trouver cette passion, à trouver cette envie de Mais est-ce que c'est une façon de renier toutes les pièces que vous avez faites pendant les années 90 où vous les avez trouvées, vous dites j'avais envie de retourner à l'essentiel? Est-ce que ça veut dire que quand on regarde, est-ce que chaque créateur, quand il regarde ce qu'il a fait il y a 10 ans, forcément s'en détache? Est-ce que forcément il y a un sentiment d'incomplétude qui fait qu'on a besoin, pour évoluer, de se détacher, voire de les trouver, je ne sais pas quoi, trop baroque, trop théâtral, trop... Pour moi, il y a un détachement parce que c'est une période de ma vie, parce que dans chaque processus, il y a quelque chose il y a une chose qu'on comprend et on passe à une autre chose. Et chaque fois, pour moi, chaque fois que je décide de faire une nouvelle pièce, j'essaie toujours de me poser la question,
qu'est-ce qu'il y a dans ce processus qui m'intéresse? Qu'est-ce qu'il y a dans ce processus qui me change? Oui. Et des fois, il n'y a rien et je ne le fais pas, quoi. Je fais une autre chose. Mais avant, il avait une période dans ma carrière dans laquelle j'étais si demandé que l'intérêt, c'était surtout comment on garde alors cet intérêt. Et c'est là qu'en Suède, je me sentais un peu, quand je regardais la répétition générale d'Adèle à mi mort avant le spectacle, c'est là que je me dis non, je ne suis pas dans ce milieu de la danse pour faire de marchandises. Je suis ici pour faire la danse. Et si la danse que je fais, c'est trop danser pour les gens, tant pis, mais je crois à la danse. Je crois à la danse qui danse et je crois à la discipline. Mais cette période d'évaluation revient toujours parce que même à ce moment, dans cette période de ma vie, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions aussi. Et je pense que c'est à cause de ça. On se détache toujours de ce qu'on vient de faire. On a de nouveaux projets et la question reste là toujours. Comment je fais de ça quelque chose de pertinent pour les gens? Est-ce que vous êtes en train de me dire que l'artiste doit constamment être vigilant et exigeant parce que c'est très facile justement de répondre à la demande? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne doit pas tenir compte du public et ne doit pas tenir compte de la réponse et du succès ou de l'insuccès, qu'on doit rester fidèle à une ligne intérieure? C'est une très grande question parce que c'est en fait la question de la création à chaque fois. À qui est-ce qu'on répond? Et je pense qu'il y a une façon de faire les deux. Je ne pense pas que c'est une chose ou l'autre. Moi, je pense au public beaucoup et je pense beaucoup à ce que les gens voient. Et c'est personnel dans mon processus. J'aime beaucoup m'imaginer qu'est-ce qu'on voit de ce côté. Mais quand je parle de la pression, possiblement c'est surtout la pression des producteurs, la pression de vendre plus, la pression d'être en tournée plus longtemps, d'avoir plus de coproduction et tout ça. Ça, c'est aussi partie de la vie d'avoir une compagnie de danse. Mais le plus important, je trouve, c'est de répondre à la question pourquoi je fais ce que je fais et à qui je sers. Est-ce que c'est un service de quelqu'un? Moi, je déteste des spectacles de danse dans lesquels je sens ça, c'est pertinent pour les chorégraphes. Mais ce n'est pas pertinent pour aucune personne ici. Moi, je fais ce que je fais pour les gens qui regardent. Je ne fais pas ce que je fais pour moi, ni pour me comprendre plus. Mais j'aimerais que les gens se comprennent plus en train de regarder ce que je fais. Et alors, mon métier, c'est de travailler ça, de me lancer à l'intérieur de cette poésie qui des fois fait peur et d'utiliser mon corps. Mais ce n'est pas pour me comprendre moi-même. Mais j'espère que grâce à ma danse, les gens se connectent avec quelque chose, se connectent avec leur propre corps ou avec des mémoires ou quelque chose. Je voudrais qu'on regarde un extrait de Personae, qui est 2011. C'est un solo que vous avez fait en continuité de miniature, qui lui datait de 2008. Et c'est un moment important parce que, justement, après ce virage ou ce retour plus proche de vous, plus près de vous, vous avez continué à séparer les créations de groupe et les créations et les solos. Ouais. À quel moment choisissez-vous de faire une pièce pour groupe ou une pièce en solo? Des solos, je travaille toujours des pièces de solo dans ma tête. Alors ça, c'est un processus continuel. Des pièces de groupe, à ce moment, ça dépend toujours de si j'ai le matériel devant moi, si j'ai des danseurs disponibles pour travailler. Alors, le travail de solo, ça se produit toujours. Le travail de groupe commence au moment que je connais les paramètres, combien de danseurs, combien de semaines de répétition, etc. Qui fait
que mon travail comme chorégraphe de groupe et mon travail comme soliste, c'est vraiment deux choses différentes et c'est vraiment deux processus différents. Et maintenant que je travaille avec des compagnies de ballet, c'est un troisième volet qui aussi c'est un processus totalement différent. Mais pour moi, le travail de groupe commence surtout avec un pensement logique sur qu'est-ce que j'ai devant moi, c'est quoi le matériel. Pendant que le solo, c'est plus l'esprit qui a besoin d'exprimer des choses. Le travail de groupe, c'est plus spatial aussi. L'intérêt du travail de groupe pour moi, c'est l'espace, c'est de construire dans l'espace. Le travail de solo, c'est plus faire l'esprit danser et voir l'esprit danser. Alors, c'est vraiment du chemin différent. Est-ce que l'inspiration est différente? Parce que comment vous viennent vos pièces, en fait? Est-ce que ça vient plus par la musique? Est-ce que ça vient d'une lecture? Comment les pièces viennent-elles à vous, en fait? Des fois, les pièces viennent de façon très cliché. On écoute un poème, on dit « Ah, wow, je vois une pièce ». Ou on écoute une musique, je vois une danse à ça. Mais des fois, ça vient par une parole, où on touche quelque chose. On voit un verre de vin et seulement, bon, il y a une chose que l'alcool aide beaucoup pour les idées. Mais c'est de différentes façons. Personnel, pour moi, c'était vraiment j'avais envie de hurler, cette... Alors, qu'est-ce qu'on sent quand on danse? Qu'est-ce qu'on sent quand on est devant, quand on est sur scène? Et à partir de là, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur la divinité et le désir. Mais c'était cette envie. Alors, ça commence de quoi? Comment on appelle ça? C'est une inspiration physique. Le travail de groupe, pour moi, c'est vraiment l'architecture. Oui. C'est d'avoir la gravité, le corps humain, l'espace et le temps. Et comment on travaille avec ça. Et une chose que je trouve magnifique, et surtout maintenant que je travaille avec des danseurs classiques, c'est que toujours, il y a un moment qui est touchant, qui parle. Et c'est souvent des moments très simples. C'est une main dans l'espace. C'est quelqu'un qui prend... Je ne sais pas, c'est des moments très minimes. Et c'est là que je me dis, ah oui, il y a l'espoir. La danse, il y a un espoir dans la simplicité du mouvement. Il y a une révolution je dirais, dans la révolution que vous avez vous-même opérée à partir de 2004. Là, 2011, 12, 13, c'était une autre révolution, la dernière dont on va parler aujourd'hui, mais qui est vraiment très importante parce que c'est un déploiement et ça vient de commandes, en fait, de grandes commandes. La résidence que vous avez eue pendant 3 ans au Ballet British Columbia. Oui. Ça, c'est une autre compagnie, alors. Oui. Une compagnie qui n'est pas la vôtre. Non. Et puis après, là, il y a bien sûr Bliss, qui est sur 3 pièces, Gisèle, dont on va voir un extrait tout à l'heure, et puis toute une autre façon d'aborder cette compagnie-là. Et même l'année dernière, 2013, très très grosse année pour vous, Watershed pour le Ballet national du Canada. Oui. Alors cette fois-ci. Comment est-ce qu'on aborde une autre compagnie? Bon, il y a une façon très spécifique dans ces cas-là, dans les cas d'une compagnie de ballet. C'est une chose que je pourrais dire aujourd'hui, mais quand je commençais, je ne le savais pas. Il y a des paramètres à respecter. La répétition, ça passe très vite quand il y a une commande. Il faut arriver avec une idée assez claire de ce qu'on voit. Le processus est différent aussi parce qu'il faut décider la musique, les costumes, les visuels avant qu'on rencontre les danseurs. Ça, pour moi, c'était nouveau, très, très nouveau. Mais c'était un bon défi. Et aussi, ça arrive au moment, l'année passée, et quand je commence avec Ballet BC, ça arrive au moment dans lequel j'ai envie d'apprendre.
j'ai envie d'apprendre. Et quand Ballet Vici m'invite à faire ma première pièce avec la compagnie, j'adorais le feeling d'être à l'école. J'adorais la sensation de... En plus, vous étiez bon élève. Oui, comme toujours. Mais cette sensation de qu'après 30 ans, on ne connaît rien. Et qu'il faut alors penser comment je veux faire une pièce dans 2 semaines, ou comment je veux faire une pièce avec 18 danseurs que je ne connais pas, ou comment je travaille avec des femmes sur pointe, etc. etc. Et ça, c'était stimulant, c'était magnifique, c'était très riche. Et la création de Bliss, que c'était le premier spectacle complet, pour moi, c'était une expérience la plus riche de mon parcours parce que je me trouve à Vancouver, je me trouve avec une compagnie de ballet, mais surtout, je me trouve avec les défis, comme chorégraphe, de trouver un autre système de travail. Je ne peux pas arriver là et demander aux gens d'improviser tout de suite, parce que c'est des gens qui font une classe de ballet, qui attendent un peu savoir qu'est-ce que tu as besoin de moi. Alors qu'avec votre compagnie, vous utilisez l'improvisation? Je propose, on improvise et on construit à partir de là. Une compagnie de ballet n'a pas beaucoup de temps non plus pour faire cette sorte de recherche. Alors il faut savoir qu'est-ce que la compagnie offre, qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser de ça. Dans le cas de Ballet Vici, j'étais très intéressé à la technique des danseurs et comment on apprend une nouvelle facette de la danse, que c'est le travail sur pointe. Emily Molnar, la directrice de Ballet British Columbia, était magnifique. Elle m'a aidé beaucoup dans ce processus de travailler avec des femmes sur pointe au début. Et c'est drôle, moi, c'est comme si je le connaissais de toute ma vie. Après la première semaine, je me dis, voilà, c'est ça que j'aimerais faire, des travails sur pointe. Et même aujourd'hui, je suis, après Watershed, de National Ballet, que c'est vraiment un autre niveau, au niveau technique. J'adore la vitesse qu'on est capable d'avoir sur pointe, mais aussi le access du corps, la ligne centrale. Il y a une façon de l'utiliser que c'est très intéressant, que c'est très... et que sans pointe, on ne peut pas le faire parce que notre pied n'est pas capable de faire ça. Et tout ça, ça donne comme des possibilités, un grand champ de possibilités, mais aussi, pour moi, c'était important de me dire, est-ce que j'utilise tout ça ou est-ce que je décide à utiliser une chose? Et la chose que j'utilisais, c'était la vitesse et c'était le chaîné ou pirouette. Alors Bliss s'était créé autour de ça, autour de qu'est-ce qu'on appelle une pirouette et de la vitesse. Oui. C'était vraiment le fun. C'était comme une école pour moi et c'est grâce à Ballet Vici que quand j'arrive au Ballet National, je suis préparé quand même et je me sens un petit peu plus à l'aise. Sauf que Ballet National, c'était comme un autre niveau aussi parce qu'il y avait 32 danseurs au lieu de 18. Et c'était avec orchestre. C'était aussi une première fois pour moi de travailler avec un conducteur et un orchestre. Mais je trouve que c'est le fun à 48, 49 ans de se sentir nouveau, de sentir qu'il faut apprendre quelque chose. Alors j'espère qu'après le monde des ballets, il va y avoir une autre chose dans laquelle je vais sentir la même chose. Est-ce que je me trompe complètement ou est-ce que un des moteurs de tout ce parcours que vous nous avez raconté est la prise de risque permanente parce que jeter dans le vide comme ça du Venezuela à New York, de New York à Montréal, de Montréal... C'est une bonne question. À ce moment, je pense que je me pose cette question beaucoup parce que je dirais que c'est une façon de vivre depuis que je quittais Venezuela. Et cette façon de vivre que si je comprends ça, j'ai envie de comprendre ça, et après je comprends ça, je vais comprendre ça. Oui. Et que ça fait qu'on est toujours en état de stress, on est toujours en état de pas connaître les paramètres. Et ça, c'est intéressant comme créateur.
Sauf que après 30 ans de vivre comme ça, Oui. à un moment donné, j'aimerais connaître la vie aussi autrement. On vit dans laquelle on dit, OK, c'est cette chaise dans laquelle je m'installe toujours à 5 heures l'après-midi. Mais ma vie n'est pas comme ça du tout. Ma vie change constamment. Et peut-être c'est bien, parce que la vie change quand même. Il n'y a rien qui reste. Et je dis toujours, quand je donne des classes de danse, qu'on apprend à mourir quand on danse. On apprend à ça. Mais un danseur retombe toujours sur ses pieds. Je vais vous poser une toute dernière question avant de conclure par un extrait de Gisèle. Est-ce que le petit José serait fier de vous? Oui, très fier et surpris aussi. Très fier parce que je ne suis pas en prison, très fier parce que je ne suis pas au Venezuela en train de faire une autre chose. Je suis fier que je vais écouter mon talent, ma voix. Et je suis fier que je suis parti de ce pays. Je suis fier que je suis parti de ces paysages. Je suis fier que je suis parti de cette histoire aussi, de cette histoire de la danse québécoise. Et je suis fier quand même même si des fois c'est très difficile, de m'imaginer le futur. Ouais. C'est loin d'être fini. José Navas, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on regarde un extrait de Gisèle, Merci. votre Gisèle, Oui. un rêve réalisé Oui, en effectivement. 2013 également. Oui. Et c'est une version originale de Gisèle. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.